Alors, je m'appelle Pauline Renou-Caron, je suis maître de conférence à l'Université de la Sorbonne Nouvelle depuis 2008. Ma spécialité est le siècle d'or, civilisation essentiellement, même s'il peut m'arriver de donner des cours de littérature, civilisation, histoire de l'art plus ponctuellement. Voilà, j'enseigne aussi bien sur le XVIe siècle que sur le XVIIe siècle. Enfin, je me Ouais. considère davantage comme une seiziémiste. Alors, ma thèse s'intitule au pluriel Figure de Saint Jérôme dans l'Espagne du XVIe siècle. Je l'ai soutenue en décembre 2007, plus exactement le 8 décembre 2007, et c'est un travail qui a été dirigé par le professeur Pierre Civil, Donc soutenu à Paris 3. à Paris 3. Alors, commençons, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours. Alors ça, c'est une question, je suis de plus en plus curieux, je la pose que depuis récemment. J'aimerais bien que tu nous dises, avant de nous dire: «J'ai eu un parcours conventionnel» ou pas, que tu nous dises pourquoi l'espagnol? Est-ce que c'est une vocation, tu vois, quand tu étais enfant, tu allais beaucoup en Espagne, tu as de la famille espagnole, tu as eu un prof, une prof d'espagnol extraordinaire qui t'ont donné envie? Et puis quand tu auras répondu à ces questions, tu me diras, finalement, est-ce que tu as un parcours linéaire d'hispaniste lambda avec une licence, une maîtrise, un DEA, et cetera? Ou est-ce que tu as fait des choses un peu particulières, au milieu de tout ça ou avant tout ça? Alors, c'est absolument une vocation. Moi, l'hispanisme est au cœur je vais dire, de ma vie, de ma trajectoire, du moins d'études et de ma trajectoire professionnelle. Je suis originaire du Pays Basque, je suis née à Bayonne, j'ai grandi à Saint-Jean-de-Luz, où j'ai passé mon baccalauréat, et donc j'ai vécu dans une ambiance relativement bilingue, on peut dire, puisque beaucoup d'Espagnols venant des zones frontalières, notamment Fontarabie et Irún, traversent, et ils le font toujours, beaucoup de jeunes traversent la frontière quotidiennement pour suivre un parcours d'études en France. Et donc, en fait, dès que j'ai commencé à apprendre l'espagnol en quatrième, j'ai pris conscience de cet état de fait et de ce bilinguisme de fait dans lequel je vivais depuis des années. Sauf qu'il y a eu un élément déclencheur fort qui s'est rajouté à cette situation, à savoir une prof d'espagnol extraordinaire. Et donc, et par ailleurs, et sans vouloir trop m'étendre sur le sujet, j'ai eu l'oreille ouverte aux langues parce que j'ai une maman professeure de russe et que je parle un peu russe aussi. Donc, il y avait une prédisposition pour les langues, mais le terrain était peut-être préparé, mais il y a eu cet élément déclencheur de cette professeure d'espagnol qui nous a fait très vite, étant donné le haut niveau linguistique de la plupart des élèves, qui nous a fait très vite travailler Calderón de la Barca en classe et bien d'autres textes littéraire selon cette tradition dont, on va dire, la France peut être fière en termes d'enseignement des langues et notamment du français, savoir cette capacité à mettre les élèves très vite face à des textes littéraires. Moi, j'ai été particulièrement, je suis un peu le fruit de cette tradition-là, et je dois dire que si j'étais par ailleurs une élève très touche à tout, j'étais très scientifique, j'aimais toutes les matières, l'espagnol a été mon fil rouge. Et donc très tôt, très tôt, enfant déjà, donc dès la quatrième, donc pas si jeune que ça, j'ai eu à cœur de parler la langue le mieux possible. Et là, c'est le mystère j'ai envie de dire, de chaque existence, parce que rien ne me prédisposait à ça. C'est vraiment la rencontre d'une personne et d'une langue, la rencontre d'autres personnes aussi, donc à savoir des camarades, avec qui j'ai parlé espagnol dès la quatrième. Et donc ensuite, donc je parlais de Calderón de la Barca, j'ai eu entre les mains Saint-Jean-de-la-Croix assez vite en première. J'ai été très marquée par cette lecture, et donc j'ai continué à emmagasiner des lectures en espagnol. J'ai ensuite eu un parcours linéaire, à savoir classe préparatoire, école normale supérieure, agrégation. Mais curieusement, et malgré ce que je raconte, au moment de choisir une spécialité, d'une certaine manière, j'avais comme une retenue vis-à-vis de l'espagnol. Je ne savais pas que je pouvais choisir cette matière-là. Donc, spontanément, je me disais, bon, lettres modernes, pourquoi pas. Et c'est un professeur de classe préparatoire qui m'a dit, prenez l'espagnol. Donc, comme quoi, on a souvent des guides, bienvenue sur notre chemin, prenez l'espagnol, vous aurez un professeur extraordinaire. Et donc, j'ai rencontré le deuxième professeur extraordinaire en la personne de Monsieur Larose, Henri Larose, qui était alors enseignant à Louis-le-Grand, et je pense que dans toute une génération, enfin, qui a marqué toute une génération d'hispanistes. Et qui lui-même nous a fait travailler des textes de la littérature espagnole, les grands textes,
notamment Quevedo et Saint-Jean-de-la-Croix, qui nous a parlé du sac de Rome. Et donc, en fait, petit à petit, par un jeu de concrétion, en fait, il y a un goût pour le siècle d'or qui s'est confirmé à travers toutes ces lectures. Alors ton Donc, un parcours parcours alors? plutôt linéaire. Comment? Et justement, j'allais te mener à ton parcours. Alors du coup, un parcours linéaire, une fois que tu étais mise sur les rails, licence, maîtrise, DEA et cetera, si je comprends bien? Absolument. La question ne s'est jamais reposée. Elle s'est posée fugacement en fin d'hypocagne au moment de choisir une spécialité. J'ai eu un petit coup de pouce ou une petite aide en la personne de ce professeur d'histoire, mais ensuite le parcours a été plus que linéaire. Et malgré cette très grande linéarité, en gros, il a suffi ensuite de suivre les étapes. J'ai vécu ce chemin comme une aventure. Ouais. Un chemin d'aventure lié, je pense, à cette dimension, on va dire, vocationnelle Mmh. dont je parle initialement, et à cette passion réelle pour ma discipline qui fait qu'aussi j'ai le sentiment, on a tous un peu ça comme enseignant souvent, le sentiment de ne pas encore être arrivé, d'avoir tout à découvrir. Et donc, c'est aussi, je pense, le moteur de notre travail au quotidien. Est-ce que tu pourrais me dire sur quoi portaient tes mémoires de maîtrise et de DEA? Parce que je pense que de ton temps, c'est comme mon temps, c'est-à-dire que ça s'appelait encore maîtrise et DEA. Absolument. Alors, une maîtrise qui a été euh, conçue, dont le sujet a été élaboré sur la base d'une intuition justement reçue en cours, alors que Monsieur Henri Larose faisait un rapprochement audacieux entre Saint-Jean-de-la-Croix et Quevedo autour du concept de nuit. Du coup, j'y suis allée à la hussarde et j'ai proposé au professeur Augustin Redondo un sujet sur le concept de nuit obscure chez Saint-Jean-de-la-Croix et Francisco de Quevedo. Donc, c'était une manière de confronter mystique et métaphysique. Ouais. Le sujet était très audacieux. J'en souris parce que ça fait partie là aussi des passions de jeunesse. Donc j'ai été heureuse de travailler sur deux grands auteurs que j'aimais beaucoup. Même si, voilà, j'en souris parce que monsieur Redondo m'a vu venir et s'est dit laissons-la se débrouiller de pareils sujets, on verra bien ce que ça donnera. Donc on a vu. Euh, Mmh. On a vu, le sujet apporter certains fruits. Personnellement, j'ai trouvé que c'était assez probant, mais un peu comme sur le mode d'un essai. Donc, c'était bien, juste on va dire, dans le cadre un peu resserré d'une maîtrise, certainement pas ensuite pour des recherches ultérieures. Et Donc, voilà. le DEA alors? Et le DEA, du coup, a été porté déjà sur Saint-Jérôme et le XVIe siècle espagnol. Je ne sais pas s'il faut que je raconte l'intuition, alors là aussi, à nouveau, je ne fonctionne que par intuition, mais ces intuitions successives qui se sont avérées fécondes et fructueuses m'ont pas toujours mis en position, enfin m'ont parfois mise dans une certaine insécurité. Pourquoi? Parce que j'avais à cœur de rapprocher les études patristiques et le XVIe siècle espagnol, c'est-à-dire travailler, aborder le XVIe siècle à partir des pères et docteurs de l'Église qui sont omniprésents, parce que j'aime bien travailler sur les textes, on va dire les traités, œuvres de théologie, etc. Et donc, ils sont omniprésents. Reste qu'il s'agit là d'un corpus foisonnant et qu'il fallait en choisir un. Et Saint Jérôme s'est imposé parce que patron du très prestigieux Ordre des Hiéronymites. Et donc, en échangeant avec un professeur, là encore, l'impulsion m'a été un peu donnée, pourquoi pas Saint Jérôme et l'Espagne. Sur la base du constat de son omniprésence dans l'iconographie, même si dès le départ, il était clair que je travaillerais à partir des textes. Et donc, je suis partie bille en tête, c'est vraiment le mot, forte de cette intuition qui ne demandait qu'à être vérifiée par les textes. Donc voilà comment ça s'est produit. Et insensiblement, et aussi peu crédible que ça puisse sembler, je suis passée sans m'en rendre compte de la littérature, enfin je m'en suis rendu compte, mais Mmh. sans l'avoir prévu, de la littérature à la civilisation. En fait, je suis passée véritablement d'études littéraires à, on va dire, un autre domaine que celui de l'histoire religieuse Oui. et aussi, de manière collatérale, la civilisation. Ce qui a quand même supposé une réadaptation que je n'avais pas mesurée, donc qui a demandé voilà, un peu de gymnastique, on va dire,
qui a supposé un peu d'inconfort. Donc c'est pour ça que je parle d'intuitions qui peuvent s'accompagner d'une forme d'inconfort parce que je n'en mesurais pas les conséquences. Je n'ai jamais regretté, mais je reconnais que voilà, j'ai quitté une zone de confort. Et puis, j'avais beaucoup travaillé sur la mystique et notamment sur la poésie mystique. Et Saint Jérôme, je pourrais le présenter un peu plus tard, mais Saint Jérôme m'a plongé de plein pied dans un autre domaine qui est celui de l'ascétique. Mmh. Donc, j'ai quitté là aussi, sans l'avoir véritablement mesuré au départ, tout en restant dans un domaine plutôt religieux, j'ai quitté le domaine de la littérature et de la mystique. Alors comment tu as travaillé? Parce que donc au départ, toi, tu partais avec tes petits bagages de d'habitude, tes méthodologies et tes attentes de d'habitude. Tu t'es fait un corpus littéraire. Absolument. Bon et alors Ah, ce je me cor suis fait un... Oui. vas-y, dis-moi. C'est moi ce que je voulais savoir, Eh c'est ben, c'est la question, en fait. C'est la question qui s'est posée, qui a été même assez obsédante et là aussi très source d'inconfort pendant un temps certain, trop long à mon goût. C'est peut-être la principale difficulté rencontrée au cours de ma thèse, c'est que je suis partie d'une intuition qui s'est révélée juste et féconde, mais dont je n'ai pas pu mesurer la justesse, la faisabilité immédiatement. Ce qui fait que j'ai passé presque 3 ans à travailler, à construire un corpus, parce que partir d'une idée n'est pas la même chose, j'apprendrai à personne, que de partir d'une idée sans avoir préalablement mesuré, enclos un champ, un corpus. C'est pas du tout la même chose que de partir d'un champ, d'un corpus, et ensuite de construire une approche. Donc j'ai fait l'inverse. C'est ainsi, on pourrait presque dire que c'est une erreur méthodologique. Il s'est avéré que ça n'en était pas une, mmh. mais qu'elle est périlleuse. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé énormément sur la diffusion de l'œuvre de Saint Jérôme au XVIe siècle, donc toute la partie relative à l'impression de son œuvre, je dirais en pièces détachées, parce qu'il y a la partie ascétique, toute la partie épistolaire de l'œuvre de Saint Jérôme, mais aussi tous les traités exégétiques, la partie biblique aussi. Donc il y a deux domaines qui vont se faire concurrence dans le domaine des imprimés, à savoir les ouvrages destinés à une plus grande vulgarisation et du coup aussi appelés à être traduits, hein, pour toucher un public plus large et des ouvrages beaucoup plus érudits et relatifs évidemment au biblisme, aux études bibliques, et donc enserrés et diffusés dans des éditions beaucoup plus volumineuses, plus coûteuses, Mmh. et évidemment aussi plus érudites. Donc il m'a fallu partir de ce champ-là, qui était celui des imprimés, mais aussi mais aussi travailler bien sûr, aller chercher Saint Jérôme dans l'ordre de Saint Jérôme, en travaillant et en construisant ce lien très particulier entre l'ordre des Hiéronymites et ce lointain patron qu'est Saint Jérôme, puisqu'il meurt en 419 après Jésus-Christ, donc il y a un lien qui est indirect, hein, et qui est construit a posteriori. Donc il m'a fallu aller le chercher, j'ai envie de dire, un peu partout, et bien entendu aussi, puisque Saint Jérôme, on le sait, est le patron de la Vulgate latine, du côté des hébraïstes chrétiens, qui vont prendre, et notamment dans la deuxième moitié du XVIe siècle, dans des conditions souvent assez périlleuses, qui vont prendre Saint Jérôme pour modèle, pour justement revenir à la lettre du texte biblique, c'est remonter à la source qu'on appelle la fons hébraïa, c'est la source hébraïque du texte biblique. Ce sont ces grands hébraïsants, on les connaît, c'est par exemple Cipriano de la Huerga, Fray Luis de León, et plus précisément dans l'ordre de Saint Jérôme, Fray José de Sigüenza. Alors du coup, j'ai balisé, hein, j'ai envie de dire, j'ai parcouru l'ensemble du XVIe siècle, ça peut sembler prétentieux de le dire comme ça, heureusement qu'il y avait quand même le prisme de Saint Jérôme, mais j'ai balisé d'une certaine manière toutes les sources possibles. Et ensuite, face à ce, on va dire, ce volume de sources, ce corpus-là, s'est posé ensuite la question de ce que signifiait spécifiquement Saint Jérôme pour l'Espagne du XVIe siècle. Donc, tout ça a pris un temps un peu certain, c'est-à-dire d'abord l'élaboration d'un corpus, et puis ensuite la question un peu obsédante de la spécificité d'un Saint Jérôme espagnol. Sachant que j'aurais pu me retrouver face au constat
d'un Saint-Jérôme plus, on va dire, européen, enfin je ne sais pas comment l'exprimer, mais transnational. En fait, il y a un ancrage véritablement hispanique qui est lié à la présence de l'ordre de Saint-Jérôme en Espagne, aux liens spécifiques qui rattachent les hieronymites à leur patron, liens qui contribuent à construire à travers un certain nombre d'écrits que j'ai travaillés, et notamment aussi, et bien entendu, à travers la question de l'hébraïsme chrétien, qui a des spécificités hispaniques, hein, et notamment, bien sûr, grâce à la tradition judéo-converse. Donc, il a fallu retracer tout cet itinéraire, prendre en compte, bien sûr, aussi l'existence d'une tradition préalable, parce que Saint-Jérôme, chaque époque a apporté ses sédiments sur cette figure majeure de l'Occident chrétien. Donc, il y a un Saint-Jérôme médiéval qui demeure d'une certaine manière encore le Saint-Jérôme du XVIe siècle. Donc, on a un Saint-Jérôme qui se trouve entre tradition et modernité. Et puis, il y a ce Saint-Jérôme de la deuxième moitié du XVIe siècle, qui est celui qui m'a bien sûr, sur lequel j'ai fait ensuite porter tous mes efforts, qui est ce Saint-Jérôme pris au cœur de polémiques, opposant les hébraïsants chrétiens, Ouais. qui veulent prendre Saint-Jérôme pour modèle et refaire, on va dire, à rebours la trajectoire qu'a fait lui-même Saint-Jérôme en revenant aux sources orientales, et tous les conservateurs qui brandissent la Vulgate comme argument, pour le dire ainsi, limiter, on va dire, les apports de la science philologique, de la philologie biblique. Donc c'est ce qui m'a intéressée, parce que la présence de ces débats contradictoires a donné à Saint-Jérôme une actualité nouvelle, on va dire, au cœur même du XVIe siècle. Donc bon, voilà, l'exposé est un peu long, mais il avait ici là pour objet de montrer, j'ai envie de dire, euh, euh, la, la longueur, ou la longueur, oui, le temps dont j'ai eu besoin, le temps qui m'a été nécessaire pour construire non seulement un corpus de sources, mais aussi pour élaborer une réflexion et tirer ensuite des conclusions. Vaste Voilà. réflexion, en effet. Mais alors, du coup, que je comprenne bien, comment tu as élaboré ton raisonnement? Tu as périodisé ou, alors je vais dire un mot grossier, mais thématisé? Comment tu vois? Euh, Comment j'ai élaboré mon raisonnement? Je pense que j'ai réfléchi effectivement, beaucoup répondront peut-être ainsi, hein, mais c'est vrai que c'est à la croisée d'une approche thématique et chronologique. Je pense que mon approche, elle était surtout chronologique. D'abord parce que j'ai beaucoup comme démarrage, j'ai travaillé bien entendu sur la naissance de l'ordre de Saint-Jérôme. Ensuite, j'ai voulu insister sur les nouveautés qu'apportait le XVIe siècle. Donc, euh, la naissance de Saint-Jérôme, la naissance de l'ordre de Saint-Jérôme est bien antérieure, c'est 1373, mais il n'empêche, nouveauté, sachant que c'est un ordre qui émerge justement, dont l'émergence coïncide avec une forme de renouveau spirituel et de réforme au sein de l'Église. Donc, naissance de l'ordre de Saint-Jérôme, développement de l'imprimerie, et donc regard nouveau porté sur l'œuvre de Saint-Jérôme, et virage, on va dire, donc association de Saint-Jérôme avec un certain courant de Mmh. spiritualité, avec notamment le souci de faire lire un certain nombre de textes ascétiques à un public élargi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça. Donc là, on est vraiment à la croisée d'une approche thématique où j'ai raisonné en termes de diffusion de l'imprimerie, diffusion de l'œuvre de Saint-Jérôme par l'imprimerie. Naturellement, j'ai aussi travaillé sur Saint-Jérôme comme patron des traducteurs. Donc, je ne sais pas comment, voilà, patron des traducteurs, et donc, sachant qu'il est cité partout dès lors qu'il s'agit de traductologie. Bien Et sûr. donc, comme un topos, en fait. Et montrant justement comment progressivement, à mesure que les méthodes de traduction évoluent et se complexifient, Saint-Jérôme est progressivement laissé de côté comme référence. Ça ne devient plus qu'un topos, et non pas un moteur inhérent à l'acte de traduire. J'ai travaillé, donc c'est à la fois des entrées thématiques et en même temps comment dirais-je, des approches bien sûr chronologiques qui supposent autant de virages, apportant un regard renouvelé sur Saint-Jérôme. Et puisqu'on parle de regard renouvelé, j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir
sur l'édition réalisée par Erasme des Opera Omnia di Hieronymi, donc des œuvres complètes de Saint Jérôme, œuvre majeure parue à Bâle en 1516, diffusée en Espagne, puis ensuite mise à l'index et censurée. Donc j'ai travaillé sur toutes les censures, des commentaires apportés par Erasme, notamment à la correspondance de Saint Jérôme, donc aux textes les plus connus, les plus lus, et qui supposait, bien sûr, qui suppose, quand on en lit les détails, quasiment un portrait d'Erasme, un autoportrait d'Erasme, hein, qu'on lit, hein, à travers Saint Jérôme. Il y a un jeu voilà, il y a un jeu de miroir qui est évident. Pour Erasme, Saint Jérôme est le prince des humanistes. Donc, voilà. Donc il y a une figure renouvelée. Et ensuite, toute la littérature de la deuxième moitié du XVIe, notamment les textes et les vies de Saint Jérôme produites par l'ordre de Saint Jérôme, vise à détruire ce portrait de Saint Jérôme produit par Erasme. D'accord. Voilà, pour restituer Saint Jérôme dans une orthodoxie voilà, beaucoup plus corsetée, on va dire, sauf avec, pour exception, et ce texte a été pour moi particulièrement savoureux, la vie de Saint Jérôme rédigée par Sigüenza, qui est un des hieronymites que tout le monde connaît le mieux, puisqu'il en fait malgré tout lui aussi un guide, hein, pour la philologie biblique, et il en fait le porte-parole du biblisme qu'il a par ailleurs reçu de son maître Elias Montano. Donc j'ai raisonné de manière chronologique avec comme noyau dur les apports de la philologie biblique à la Renaissance, de l'imprimerie, les nouvelles réflexions en traductologie, et puis ce virage qui est le Concile de Trente et les nouvelles parutions, nouvelles publications qui suivent le Concile de Trente et qui visent à proposer à nouveau, on va dire, un portrait rectifié de Saint Jérôme. Donc, Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, bien sûr. Donc, si on devait résumer en une phrase ta thèse, tu as fait le parcours d'une figure migrante et mutante au cours d'un siècle. Mutante, c'est ça. Hein, c'est bien ça. Tout Très à bien. fait. Alors, en dehors du rôle joué par messieurs Larose et Redondo, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu une importance particulière dans ce processus d'élaboration, éventuellement de rédaction de la thèse? Alors, je rends d'abord hommage à mon directeur de thèse, à M. Civil, qui a été évidemment un interlocuteur privilégié et tout à fait à la fois régulier et amical. Je lui sais gré de m'avoir laissé le temps, m'avoir laissé le temps d'avancer avec beaucoup d'humanité, beaucoup de compréhension. J'insiste parce que j'ai eu un parcours long, donc en fait, pour pas rajouter de la souffrance à la souffrance, j'ai apprécié que ce temps de maturation m'ait été donné, qu'il ait été reconnu le jour de la soutenance. Et que voilà. Bon, et ça, c'est la première chose. Puis ensuite, j'ai fait effectivement des rencontres. Alors, en Espagne, j'ai pu rencontrer l'ancien prieur de l'ordre des Hieronymites, qui m'a envoyé à différentes occasions des documents tout à fait déterminants. Autre rencontre française, je peux ici les citer, hein, le professeur Jean Villard, qui est malheureusement décédé, Dominique Reyre, qui est maintenant émérite, qui était aussi une des quelques hispanistes hébraïsantes, qui m'a beaucoup éclairé sur le sujet, Françoise Crémou, qui était aussi présente à mon jury de thèse. Je crois que j'ai à peu près, et bien sûr Augustin Redondo que j'ai cité tout à l'heure. Autant de figures qui m'ont accompagnée, puis sans parler aussi des rencontres amicales qui aident à construire un parcours de thèse. Voilà. Alors, est-ce que tu te souviens, parce que je suppose que comme tout le monde, tu en as eu, en tout cas, on voit bien, tu as dit toute la matière que tu avais à travailler, les réflexions philosophiques, métaphysiques, ontologiques de ton sujet, puis de toi, celles qui ont surgi en chemin, que tu te dis: «Mais où est-ce qu'elle va?» Que tu as J'ai rencontré fait des peur aux autres. non, 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 que tu as rencontré des difficultés. Alors, tu en as évoqué déjà, on en devine beaucoup. Est-ce que certaines qui sont proprement liées à ton sujet, tu veux revenir dessus? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus générales? Par exemple, il y a des gens, je sais, qui ont souvent dans ces entretiens parlé des difficultés au moment de passer à l'écriture. Bon, donc, est-ce que ces difficultés, tu peux nous en parler et puis nous dire quelles solutions tu as trouvées pour les dépasser ou, ce que je dis souvent, accepter que ça resterait des difficultés
et que c'était pas bien grave, que ça t'empêchait pas d'avancer? Alors moi, je vois clairement 2 difficultés. La première, je l'ai évoquée, qui était liée, à l'ampleur du corpus et donc à la nécessité qui était extrêmement, on dit en espagnol imponente, mais extrêmement écrasante, de se confronter à une figure majeure, de l'Occident chrétien et qui impliquait aussi, l'air de rien, de se déporter dans un autre champ que l'hispanisme, parce que dès qu'on se confronte à saint Jérôme lui-même, c'est un monde en soi, c'est l'univers biblique, c'est l'univers de l'exégèse, c'est l'univers de la Vulgate, même l'univers à proprement parler des lettres qui a nourri des générations entières de latinistes Ça. est un univers en soi, c'est le monde du latin, c'est aussi un élément charnière entre Orient et Occident, puisqu'il est hébraïsant, donc en fait très vite on peut se retrouver déporté du côté des études hébraïques. Et ça tombe bien parce que comme le domaine hispanique tutoie lui-même aussi l'hébraïsme, la boucle est certes bouclée, mais en attendant, on est amené à parcourir un nombre incroyable de kilomètres et comment dirais-je, et à faire ce chemin avec une certaine anxiété parfois. Alors du coup, il y avait la nécessité de ne pas se laisser écraser par cette somme de connaissances et cette folle érudition, sachant on a quand même un cadre limité en termes d'années. Euh, donc c'est une question aussi, enfin, pour moi l'enjeu d'une thèse est aussi psychologique, c'est-à-dire qu'il faut savoir se faire confiance. On avance tous, ça, je crois que dans le monde universitaire, on est rompu à l'humilité, on sait qu'on apporte un peu, mais il faut savoir aussi, tout en gardant cette humilité, avancer. Donc gérer cet entre-deux, c'est-à-dire apprécier les travaux d'érudition, les travaux, la bibliographie qu'on peut lire, tout en étant certain qu'on va pouvoir aussi apporter sa propre pierre. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième ça a été assez long pour ça, de faire émerger du sens de tout cela. Mmh. Parce que la matière, au bout d'un certain temps, j'ai fini par la voir. Et ce qui a déclenché l'écriture véritablement, c'était d'être déterminée au sens propre, de savoir exactement où j'allais et ce que je voulais démontrer. Et donc là, ça a été l'émergence de ce que j'appelle le Saint-Jérôme espagnol. En fait, j'ai véritablement pu lancer le travail d'écriture quand j'ai compris la place centrale qu'allait occuper dans ma thèse la Vida de San Jerónimo de Fray José de Sigüenza, qui est cette vie de Saint Jérôme destinée à introduire les 2 grands volumes de la chronique de l'ordre de Saint Jérôme que tout le monde connaît, que tout le monde connaît volontiers, puisque s'y trouvent insérés les précieux chapitres décrivant le monastère de l'Escorial. Donc c'est en général les chapitres que tout le monde a pu être amené à lire. Et donc c'est quand j'ai lu cette vie de Saint Jérôme par José de Sigüenza, qui a été écrite pas comme une simple géographie, parce qu'elle fait plus de 500 pages, c'est une véritable somme culturelle. Somme culturelle qui est aussi écrite dans le but de défendre l'hébraïsme chrétien. Et Mmh. donc c'est quand j'ai pu avoir entre les mains non seulement ce livre, mais surtout comprendre à quel point il était déterminant pour mon sujet, que j'ai trouvé le sens de ce que je faisais, que j'ai trouvé une forme d'apaisement, appelons-le ainsi, et que j'ai pu ensuite me lancer dans l'écriture. Et donc l'architecture de la thèse est venue ensuite assez rapidement. Toute la difficulté, de manière générale, pour moi, dans l'écriture, a consisté à savoir utiliser au mieux cette érudition, cette matière que je charriais avec moi, et à trouver ce qu'on appelle une forme d'écriture des cimes, me permettant d'avancer, de tracer mon propre chemin, juché sur les épaules, voilà, selon l'image traditionnelle, juché sur les épaules des géants qui m'avaient précédé. Donc là Et aussi, c'est un enjeu. Sinon, on est condamné à l'aphonie, oui. est-ce que tu as le souvenir d'un problème que tu as rencontré et que décidément tu as pas réussi à résoudre? Mmh, problème non, plus le souvenir de questions enfin, de champs auxquels j'ai dû renoncer, par, pas seulement par manque de compétences, notamment le champ de l'hébraïsme chrétien, donc Mmh. que j'aborde de manière très rudimentaire, suffisante pour le sujet, puisqu'en fait, je suis restée dans des débats autour d'eux.
l'hébraïsme chrétien, la nécessité, la philologie hébraïque, la nécessité d'y avoir recours, en m'appuyant sur des textes écrits en espagnol. Donc en fait, mais j'ai eu la matière suffisante pour traiter le sujet, en étant bien Oui. consciente que je laissais de côté des pans entiers d'érudition relatifs à, on va dire, au biblisme, et qui là relèveraient de compétences, pour le coup, qui existent, hein, voilà, d'érudits bibliques, trilingues, maniant aussi bien le grec que le latin Et alors, et l'espagnol. est-ce que tu as fait partie de ces doctorants qui ont rêvé de leur thèse? Euh, Bah, je dirais, ça va vous faire sourire, mais j'en rêve encore un peu, en fait, comme une œuvre inachevée. Euh, Bizarrement, en fait, en toute humilité, j'en suis assez contente comme un objet que j'ai réussi à construire. C'est-à-dire que j'ai bien évoqué les difficultés initiales qui ont été réelles, qui sont accompagnées en fait d'une certaine souffrance, donc je m'estime un peu rescapée, mais des difficultés surmontées. Donc quand ça va dans ce sens-là, ma foi, c'est plutôt heureux, et on est plutôt content d'avoir pu dépasser certaines choses. Mais il a fallu construire intégralement un objet, c'est-à-dire qu'il n'existe pas en soi. C'est pour Mmh, ça que la je comprends. démarche en soi, au départ, était quand même très périlleuse. L'objet n'existait pas, il a fallu le construire, et il n'y avait pas d'en soi Saint-Jérôme en Espagne, par définition, mais j'ai fini par me convaincre de l'existence de cet objet, et il s'est par la suite un peu imposé à moi. C'est-à-dire que je suis arrivée à une construction dont je suis relativement satisfaite, qui me semble équilibrée et juste, parce que j'ai cherché cette justesse. Et même si ça reste un objet intellectuel, il me semble fondé. Et du coup, j'y adhère moi-même, et je dois dire que malgré les années, j'y adhère toujours. J'ai repensé plusieurs fois le plan, et je ne le referai pas autrement. Donc il y a une certaine joie à le dire. Voilà. Mais en revanche, il y a un peu voilà, le regret de ne pas pouvoir en avoir fait une édition. L'idée est toujours en suspens. J'ai été prise, comme tout le monde, par beaucoup de choses, interrompue un peu et empêchée dans mon élan. Euh, Ça reste, très honnêtement, oui, ça reste un regret. Alors, on pourrait se demander pourquoi je ne suis pas allée jusqu'au bout, parce qu'une édition, ça reste un travail universitaire assez courant. Ce qui m'a beaucoup freinée, en fait, c'est l'érudition inhérente au sujet. Ce qui fait que j'aurais encore toujours beaucoup de vérifications à faire, même si là, j'ai 400 pages qui attendent, en fait, qui attendraient de voir le jour, hein, mais avec beaucoup de points de vérification un peu tatillons. Ouais, ça demande de l'énergie, oui, un regain, Oui, quand on en a fini avec sa thèse, c'est vrai que c'est difficile de replonger dedans. voilà. Alors, du coup, Saint Jérôme, est-ce qu'il t'a parlé à l'oreille? Est-ce qu'il continue à te parler à l'oreille? Le cas échéant, il te dit quoi? À part: «Je suis content de la thèse que tu as faite». Euh, alors, c'est amusant que tu dises que Saint Jérôme parle, parce qu'en fait, Saint Jérôme, quand on lit ses lettres, n'importe qui peut prendre n'importe quelle lettre au hasard, c'est une voix, et c'est une voix qu'on continue d'entendre, hein. Il a la réputation d'avoir mauvais caractère, mais c'est surtout, je dirais, c'est un homme de combat, hein, c'est un homme de combat, c'est un rhéteur nourri à la rhétorique de Cicéron. Il a une plume extrêmement acérée, il a le sens des controverses, et donc en fait, il le dit lui-même, hein, euh, même coupé, ma langue continuera à parler. Donc en fait, il continue à me parler. Quand un texte est bien écrit, quand une rhétorique est extrêmement travaillée, ardente, on continue d'entendre l'auteur. Donc la familiarité est bien là. Et alors, Euh, au-delà de la question de l'écriture, est-ce que tu as oui. l'impression que ça a façonné ton regard sur le monde? Euh, Est-ce que ça a façonné mon regard sur le monde? Ou influencé, disons, soyons plus modestes. Hum, À quel niveau? Parce qu'en fait, Saint-Jérôme, alors je l'ai côtoyé, mais ensuite, j'avais quand même deux niveaux de lecture, j'ai surtout travaillé sur ce Saint-Jérôme repris par les Espagnols. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est beaucoup la langue des Espagnols qui m'a marqué. Alors, Saint-Jérôme lui-même, oui, mais j'étais assez, alors ça, je peux le dire, particulièrement émue
par la voix de José de Sigüenza, hein, qui est un auteur qui écrit dans des temps, période troublée, il n'est pas le seul, et qui a une voix comme tous ces auteurs qui affinent leur discours, qui sont des gens pétris d'humanisme, d'humanisme chrétien, un peu désabusé, hein, lui-même a subi un procès inquisitorial, allant à contre-courant, désireux justement de renverser, si je dis les grincheux, je suis encore gentille, mais les plus conservateurs, hein, les tenants voilà, de cette orthodoxie extrêmement étroite qui était celle de ses contemporains. Donc ça donne quand même un type d'écriture, un type de voix, et disons-le, un type de spiritualité qui continue de nous parler aujourd'hui. Donc pour moi, ce qui m'a le plus touchée, en fait, c'est la vigueur de l'humanisme chrétien, puisqu'il s'agit d'être chrétienne, mais on pourrait l'étendre à la vigueur de l'humanisme en général. Et là, la vigueur des voix que j'ai entendues, aussi bien celle d'Érasme que celle de tous ces auteurs qui ont repris soit Saint Jérôme, soit qui sont rentrés dans les controverses scripturaires. Donc, tous ces auteurs qui ont à cœur de réformer l'Église de leur temps et qui portent véritablement un projet de réforme. Projet de réforme qui suppose, c'est le principe de toute réforme, de revenir à une origine rêvée. Et Saint Jérôme représente ce retour aux origines. Et en fait, je crois que c'est ce qui m'a le plus touchée, c'est la vigueur des voix. Des voix qui nous rappellent, pour moi, l'importance de l'humanisme. Donc, si on peut parler du présent, c'est mes grands chefs de bataille, j'ai envie de dire, c'est la valeur de ce que l'on fait, nous, comme universitaires, et la valeur des lettres. Ce que ça signifie d'être habité par des lettres pour traverser, en fait, notre époque et comme ont fait ces auteurs au XVIe siècle. Beau, belle perspective sur les lettres, effectivement. Donc tu l'as fait tout à l'heure en les remerciant, mais est-ce que tu peux nous redonner la liste des professeurs qui composaient ton jury? Alors oui, le professeur Augustin Redondo, qui était déjà émérite, monsieur Jean Villard, qui était aussi professeur émérite, Dominique Reyre, qui était alors à l'université de Toulouse-le-Mirail, Françoise Crémou, professeur qui est toujours de l'université de Paris 8, et enfin, bien sûr, mon directeur de thèse, Pierre Sivy. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette soutenance? De la journée en général? Parce qu'il y a souvent, il y a des souvenirs Moi, qui sont avant et après. Moi, je sais que ça fera sourire, mais j'ai gardé un souvenir un peu émerveillé de ma soutenance parce que autant il y a eu un démarrage plus long, fait de doutes, autant j'ai vraiment vécu la soutenance comme un moment où vous venez cueillir les fruits d'un travail et un véritable moment d'échange. Pas un moment de satisfaction narcissique, même s'il peut y avoir cet ingrédient-là, mais c'est pas ce que je recherchais. Mais un moment où voilà, on goûtait les fruits de ce qui avait été semé. Voilà, donc je dois dire que j'ai ressenti une certaine plénitude. La joie, ce que je dis souvent d'ailleurs à des jeunes qui vont bientôt soutenir, je dis bien sûr, on est tendu. N'oubliez pas quand même la joie de vivre ce moment-là comme un espace qui vous est donné pour parler de votre travail. Et j'avoue que je l'ai vécu. Ça a été un moment de grande satisfaction intellectuelle et de véritable joie. Voilà. Alors, Alors, la soutenance s'est bien passée, sans obstacle particulier, ce qui ne nuit pas. c'est une question personnelle, mais certains me le disent. Est-ce que tu as versé ta petite larme? Non. Non, tu étais juste contente d'en avoir fini et d'avoir J'ai monté été tout dans la l'Everest. plénitude. Voilà. Bon, et alors, dans quelle mesure tu as en partie répondu à cette question? Parce que tu as beaucoup parlé, en particulier avec l'humanisme et la place des lettres, de la vie intellectuelle en général, pour penser le monde dans lequel on vit, et ça, c'est vrai que c'est une question centrale. Mais dans quelle mesure est-ce que la chercheuse et l'enseignante que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail-là en particulier? Alors, je l'ai été. D'abord, j'ai donné un cours en première année que j'ai donné encore tout récemment de culture biblique et mythologique. Un cours qui a été construit comme pas mon initiative d'ailleurs, mais qui a été construit comme une petite propédeutique destinée à remettre à niveau
les étudiants en leur donnant un précieux vadémécum pour leurs études supérieures. Et donc, voilà, c'est un cours qui est construit en 2 temps, avec un volet mythologique et un volet biblique. Donc là, très clairement, les connaissances acquises au cours de ma thèse ont trouvé à être transmises immédiatement. Dans la mesure où j'enseigne tout le temps sur le XVIe siècle, je suis constamment amenée à revenir à mon domaine, qu'il s'agisse de parler de l'Escorial très souvent, notamment l'Escorial, mais tout récemment, il y avait le Gréco était au programme du Master MEF, donc c'est à nouveau toute une culture religieuse que j'ai dû transmettre. Los Sueños actuellement me replace, donc indirectement, mais sans surprise, tout enseignant du siècle d'or le confirmera, on est amené à travailler, à traiter d'histoire religieuse. Plus récemment, j'ai monté un séminaire de maîtrise, de master recherche autour de l'humanisme, justement, que j'ai intitulé, alors ça va faire sourire tout le monde, 50 nuances de tolérance, qui traite justement de ces textes qui abordent ces auteurs faisant preuve, on va dire, alors le terme de tolérance, j'aime pas trop, parce que je le trouve un peu anachronique, même s'il y a des travaux qui portent sur la tolérance au XVIe siècle. C'est des textes qui font preuve d'une plus grande ouverture, une plus grande ampleur de vue, je dirais. Donc il faut entendre des voix dissonantes, mais en partant du contexte, et c'est ça qui m'intéresse, en partant d'un contexte donné, donc sans être non plus alors, ni dissident, ni en rupture avec leur époque, ni complètement en avance sur leur temps. C'est pour ça qu'en fait, c'est un séminaire qui traitait aussi beaucoup de la notion de nuance, d'où le titre, sachant que l'idée, c'est d'articuler, on va dire, d'articuler des situations données. Je pense par exemple à la question des morisques telle qu'elle est abordée par Pedro de Valencia. Il ne s'agit pas d'être dans un pluralisme qui serait complètement anachronique, mais pour autant, ce sont des textes qui portent sur l'autre un regard beaucoup plus d'accueil, beaucoup plus tolérant. Enfin, à Et alors, regarder de manière. Oui. des étudiants de maintenant, ça entend comment un cours comme ça? Des étudiants de master, bien. Alors, je mesure peut-être pas toujours l'effet de surprise, parce que je suis, moi, très pétrie de mon sujet et que je le vis comme une évidence, comme beaucoup, on vit notre sujet, en fait, on vit notre domaine. Donc on le vit, et donc je mesure peut-être pas toujours à quel point pour les étudiants ça suppose pour eux de faire un voyage, de se déporter de leur univers immédiat, mais en général, de ce que j'ai pu observer, ça fonctionne. Alors, Euh, tu les jettes dans le grand bain des textes? Tu fais une contextualisation, pour les je fais apprivoiser? toujours une contextualisation. Voilà, Je fais toujours une d'accord. contextualisation. Oui, oui. Et alors, c'est d'eux-mêmes qu'ils tirent les petits fils pour arriver jusqu'à leur ici et maintenant? Ou est-ce qu'il faut que tu fasses ça gros et gros traits épais parce que ça ne va pas de soi? Je leur ai demandé, j'ai donné un panel d'auteurs, chacun s'est saisi d'un auteur et j'ai demandé pour chaque auteur, en fonction de la perspective qui était la nôtre, que j'avais bien définie au départ, de faire une sélection de textes. D'accord. Qu'on a fait précéder. Alors, le travail consistait à sélectionner un texte, le traduire en vue d'un possible travail de vulgarisation et le faire précéder d'une introduction. Ah, c'est bien. Ça a plutôt bien marché. Ah oui, oui, j'imagine, j'imagine. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que donc tu as parlé tout à l'heure de la petite frustration, en tout cas, chose qui est pas tout à fait terminée dans cette aventure de la thèse qui est la publication. Mais est-ce que tu as relu ta thèse et le cas échéant quand et avec quelle impression? Je l'ai relu très récemment parce que cette question de la publication me taraude un peu, mais que je n'ai pas trouvé de temps suffisant à lui consacrer. Je l'ai relu et je reste alors sinon, enfin, je reste convaincue qu'elle pourrait, elle pourrait quasiment, oui, paraître en l'état. Il y a deux, trois choses. Enfin, c'est plus la question des vérifications qui me taraude un peu. Celle consistant à compléter est toujours latente, mais pour le coup, je la laisse pas s'exprimer parce que ce serait faire un autre travail. Donc là, il s'agirait juste déjà de faire paraître l'existant.
Donc tu te reconnais dans ce travail, tu ne le renies Je me pas, reconnais, à vrai dire, oui. c'est ça. Et tu est-ce que quand même il y a une prise de distance par rapport à la chercheuse que tu étais à l'époque? Alors peut-être c'est juste dans l'écriture en te disant que cette phrase est longue, que cette phrase est courte ou que sais-je, tu vois? Est-ce que vraiment c'est à la fois toi et pas tout à fait toi? Hem, je dirais plus c'est plus la confiance en soi ou l'aisance qui marquerait une différence. La somme, un regard un regard un peu plus, acéré, lié en fait aux nouvelles connaissances accumulées. C'est plus ça que je dirais. Ouais, je vois. Bon, bah, écoute, vraiment, on te souhaite de trouver la ressource pour faire Merci Caroline. cette dernière étape, j'allais dire petite étape, Voilà. pardon, grande étape pour que tu aies un volume, Alors, quels sont les conseils que tu donnes à de jeunes doctorants? Et ben, ce serait de faire, de partir éventuellement avec éventuellement, sûrement, partir avec l'enthousiasme qui a été le mien, mais en revanche, en assurant ses pas bien plus que je ne l'ai fait. C'est-à-dire que partir d'une intuition, mais en vérifiant presque aussitôt cette intuition, c'est-à-dire partir d'une intuition en regardant d'entrée de jeu, sur quelles sources concrètes appuyer, les réflexions. Donc pour s'épargner, quelques années de tâtonnement, voilà, même, si l'issue est heureuse. Hem, donc être déterminé, baliser la route avant de partir, ben, comme un marcheur qui, regarde, un itinéraire avant de se lancer. Je pense que ça serait essentiellement ça. La passion, tout le monde l'a. Enfin, là, pour le coup, c'est un autre sujet. C'est toujours très intéressant de voir que même lorsqu'on choisit un sujet, de manière un peu intuitive, a priori rapide, en général, les sujets choisis nous ressemblent. Et on n'en finit pas de vérifier, l'adéquation, d'un chercheur avec son domaine, et ça a été mon cas. Cet aspect-là, en général, se vérifie. Donc, l'enthousiasme initial, il y est. En revanche, je pense que c'est sur l'itinéraire qu'il faut être, prudent. Oui, mais tu vois, là, quand je t'écoutais parler tout à l'heure, je me dis, tu vois, l'intuition est vérifiée tout de suite qu'elle est viable en substance avant de démarrer. Ça peut couper les ailes aussi parce que toi, c'était une magnifique intuition qui t'a mené loin, mais est-ce que vraiment tu penses que tu avais les capacités, les documents, là, sous la Ah bah main? non, Voilà, donc bien sûr, tu pas t'es du jeté tout. dans le vide et que peut-être, il y avait tu avais pas de filet en bas. Mais si tu avais joué petit bras, comme on dit, tu vois, au sport, bah, ton intuition, si tu n'avais pas pu la C'est confirmer juste. rapidement, tu t'aurais pas été si loin finalement, tu vois? C'est juste, c'est juste, oui. Donc bon, mais je comprends. Toi, tu t'es fait très, très peur en te disant: «Mais est-ce que ça va quelque part?» Mais en même temps, la thèse n'en est que plus belle quand tu en as terminé. Donc Voilà. bon. Et alors pour finir, est-ce que tu pourrais prendre ta thèse? Est-ce que tu pourrais l'ouvrir à la première page, à l'introduction, nous lire la première ou deuxième, troisième phrase si tu penses que c'est important pour faire un tout et nous en faire un commentaire? Donc l'introduction, hein. Voilà, tu prends l'introduction, si tu as une citation en exergue, tu peux la lire, mais ça ne te dédouane pas de ta première phrase à toi. Je voudrais savoir quels étaient tes mots au début, comment est-ce qu'ils sonnaient? Est-ce qu'ils étaient, longs, courts, informatifs ou est-ce que déjà c'était, une déclaration d'intention? Et que toi, tu nous dises ce que tu en penses rétrospectivement de ce début. Alors j'ai commencé par une citation, d'un chercheur peu renommé qui a édité en fait les lettres de Saint Jérôme, qui a fait une édition bilingue en espagnol des lettres de Saint Jérôme. Il s'agit de Daniel Ruiz Bueno, mais peu importe, il disait la chose suivante. No podemos decir que San Jerónimo no haya tenido extraordinaria fortuna entre nosotros. Un San Jerónimo en España que contara los claros varones que como miembros de su esclarecida orden han llevado su nombre, llenaría más de un capítulo de nuestra générale historia. Je continue ainsi. Dans l'introduction à une édition des lettres de Saint Jérôme, Daniel Ruiz Bueno établissait ainsi entre l'Espagne et le Père de l'Église un rapprochement relevant de l'évidence. Si on ne saurait contester une telle affirmation,
on ne peut que s'interroger sur la nature et la portée de ce lien privilégié, sur le poids historique du prestigieux ordre des Hiéronymites, sur l'obsédante présence du personnage dans l'art religieux espagnol des XVIe et XVIIe siècles. Ah, il ne suffit pas de le dire, encore faut-il voir en quoi ça consiste et jusqu'à quel point, et Et cetera. exactement. Ouais, c'est Quels ça. sont quels sont, on va dire, les ingrédients, en fait, de cette hispanisation du docteur de l'Église. Tu travailles sur quoi aujourd'hui? Et alors aujourd'hui, je suis, bon, j'ai quelques articles en cours sur José de Sigüenza, mais qui, dans mon esprit, viendraient peut-être, non pas donner un point final, mais marquer peut-être une pause dans l'étude, enfin dans l'attention que j'ai portée à cet auteur. Et j'ai organisé récemment, l'année dernière, avec Philippe Rabaté, un colloque sur Saint Paul et le paulinisme. Tu as dû voir passer les affiches. Saint Paul et le paulinisme dans l'Espagne du XVIe siècle. Et donc, on est beaucoup plus dans cette figure-là, des études pauliniennes. Avec. Alors, ça peut faire sourire parce qu'en fait, la logique, on peut se dire après Saint Jérôme, Saint Paul. En fait, dans mon esprit, ça n'a rien à voir. En même temps, il s'agit quand même du même principe, d'un renouvellement, parce que si on considère le XVIe siècle comme un véritable laboratoire spirituel, hein, un moment où beaucoup de choses sont à nouveau remises, débattues, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, dans ce contexte-là, le principe d'un retour aux origines et à l'Église primitive est Oui. plus que jamais d'actualité. Et donc, en fait, très curieusement, d'une certaine manière, un peu comme Saint Jérôme, mais différemment, quand on cherche Saint Paul au XVIe siècle, on peut se dire à première vue, il est partout. Alors, surtout si on pense à la Réforme et aux controverses entre catholiques et protestants. Mais si on laisse de côté cet aspect-là qui est très, très, très particulier, si on cherche Saint Paul comme véritable pierre angulaire d'un discours, comme véritable objet d'un discours. Je ne dis pas de le chercher dans des citations plus ponctuelles. On s'aperçoit qu'il n'apparaît pas n'importe Ah où, ni oui. chez n'importe qui. C'est-à-dire qu'on le retrouve chez des grandes figures d'auteurs soucieux de réforme, soucieux de radicalité, traversés en général par un courant de pensée érasmiste, mais pas seulement. Je pense à une figure comme celle de Juan de Ávila. On va le retrouver, je l'ai retrouvé aussi puisque je l'ai travaillé chez José de Sigüenza. On va le retrouver, voilà, chez des oui, c'est ça, des figures, qui sont des vraies figures d'auteurs, mais qui sont aussi euh, des figures, on va dire des maîtres spirituels pour certains. Voilà. Donc des gens soucieux de réforme. Je comprends. Donc tu fais ton maillage progressivement, tu tisses ta toile, autour Je des fais mon maillage. voilà, c'est ça. Bon, je te remercie beaucoup Pauline de cet entretien vraiment passionnant et puis d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci encore. Merci à toi, Caroline, pour ton attention.